Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Dana, auteur du livre La chaise tue, avec qui on va pouvoir parler de sédentarité. Donc c'est peut-être un sujet qui te semble simple et accessible, mais en vérité, c'est quelque chose derrière lequel se cache énormément de subtilités, énormément de schémas sociaux qui sont ancrés, de façons de passer, de penser, de dogmes dans lesquels on évolue jour après jour et qui sont vraiment importants à aller challenger pour avoir en tout cas une meilleure santé. Donc dans l'épisode, on va parler de la sédentarité, mais pas que, on va parler de symptômes qui sont liés à la sédentarité, qui vont jusqu'à la chute de la testostérone, la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, des choses que tu soupçonnes peut-être pas à l'heure actuelle, de comment la sédentarité est vraiment ancrée dans notre nature, dans notre façon de voir en tout cas les événements, dans notre façon de travailler. On va essayer de décortiquer aussi ce qu'on pourrait changer ou améliorer, que ce soit dans l'environnement du travail ou avec nos rapports sociaux. Comment faire en sorte d'avoir du temps moins sédentaire en étant toujours plus productif, sans justement coûter plus à son employeur, sans avoir l'impression de s'amuser au travail, comment déconstruire un peu les relations sociales qu'on a et essayer de voir nos proches différemment autour d'un repas ou d'une table. On va aussi parler de la transmission et de ce qu'il faut mettre en place pour, sur le long terme, réussir à construire une société moins sédentaire et en tirer tous les bénéfices en termes de santé, de rapports sociaux et même, vous allez le voir, de budget. Donc je t'invite à écouter l'épisode jusqu'à la fin pour ne rien louper de l'épisode et pouvoir profiter à 100% de tous les conseils et les tips qu'on vous donne jusqu'à la dernière seconde. Et je vous laisse sans plus tarder avec notre discussion. Avant de démarrer l'épisode, j'ai juste deux petites choses à te dire. D'abord, si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui résume tout ce que j'aurais aimé comprendre quand j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon corps. Tu y trouveras toutes les bases concrètes pour mieux comprendre ton fonctionnement, pour mieux t'entraîner, pour mieux t'alimenter, pour mieux gérer ton sommeil et ton stress. C'est un vrai guide qui allie apprentissage, conseils et mise en pratique. Tu retrouveras notamment plusieurs programmes d'entraînement à faire chez toi, en salle ou en course à pied, des mises en pratique concrètes au niveau de la nutrition, des tips facilement applicables pour mieux gérer ton sommeil, ton stress, douleur et éviter les blessures, mais surtout un challenge 21 jours qui va t'aider à mettre en pratique tout ce que j'ai écrit dans ce livre et qui va te remettre en relation avec une communauté réservée aux lecteurs dans laquelle tu pourras aller chercher de la motivation, partager tes résultats et discuter avec d'autres personnes dans ta situation. Il est dispo sur Amazon en version papier ou numérique. Cherche simplement reprendre le contrôle de ton corps, où je te mets directement le lien dans la description. Et si tu veux soutenir le podcast, pense simplement à mettre 5 étoiles, à commenter, à partager. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire grandir, à te partager de plus en plus d'épisodes et à recevoir encore plus d'experts passionnants. Je te remercie d'avance pour ton soutien et maintenant place à l'épisode du jour. Alexandre, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec toi. Hop. Je t'ai invité pour qu'on discute d'un vaste sujet qui est la sédentarité, que j'ai déjà entamé sur le podcast avec notre ami en commun JB Bourgeois. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, vous pouvez aller l'écouter après, mais on va creuser encore plus avec toi le sujet de la sédentarité, parce que c'est un peu ton domaine de prédilection. Tu as écrit un livre dessus qui s'intitule La chaise tue. Donc je mettrai le lien en description de l'épisode pour ceux qui veulent creuser, mais voilà, l'idée c'était de débroussailler ce sujet avec toi, voir comment on peut s'en sortir, et pour que les auditeurs comprennent un peu qui tu es, je te laisse te présenter. Je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 37 ans, j'ai fondé il y a un peu plus de 15 ans un organisme de formation qui s'appelle Live Mentor. C'est un organisme de formation en ligne pour créateurs et créatrices d'entreprises. Ok. C'est une entreprise qui a bien grandi, qui compte une centaine de salariés aujourd'hui et qui propose des formations pour des personnes qui veulent se mettre à leur compte, des freelances, des thérapeutes, des artistes, des créateurs de restaurants, des artisans. Au fil des années, on s'est rendu compte que le sujet de la santé était au moins aussi important, voire plus important que celui des compétences techniques pour les créateurs et créatrices d'entreprises. Parce que quand tu te mets à ton compte, que tu te lances, le département ressources humaines, c'est toi. La seule ressource humaine de l'entreprise, c'est toi. Et donc, c'est très important, évidemment, d'apprendre à se débrouiller seul, à savoir faire un site internet, à savoir vendre, à savoir communiquer, mais il faut aussi prendre soin de soi et de sa santé. Et
de ce constat-là, je me suis personnellement passionné pour cet univers. Ok. Je suis devenu journaliste pour un podcast santé qui s'appelle Métamorphose, fondé par une amie exceptionnelle qui s'appelle Anne Gecker. Et via mon rôle donc de journaliste pour ce podcast, j'ai été amené à échanger avec des cardiologues, des neurologues, des psychologues, des nutritionnistes. Et à chaque fois, dans la bouche de mes interlocuteurs, le sujet de la sédentarité revenait. Et Ok. ça faisait écho aussi à mon expérience au sein de Live Mentor où je voyais bien toujours le même schéma se répéter. Quelqu'un qui était salarié, qui se met à son compte et qui se sédentarise encore plus, qui arrête d'aller au bureau de son ancienne entreprise. Il n'y a plus de pause café, il n'y a plus de micro-déplacements au sein de l'entreprise. Et donc la personne qui vient de se mettre à son compte rentre dans un quotidien où elle est toute la journée assise et ça a plein de conséquences sur sa santé physique, sa santé mentale. Et en parallèle de ces discussions avec des experts, j'ai aussi fait le miroir avec mon expérience personnelle. Moi, donc, comme je te le disais, j'ai créé Live Mentor il y a un peu plus de 15 ans. Je suis rentré dans la vie active il y a un peu plus de 15 ans. Je suis devenu sédentaire. Mon métier et toutes mes activités aujourd'hui sont des activités où, si je ne réagis pas, elles m'immobilisent sur une chaise toute la journée. Je fais partie des 10 millions de personnes en France qui ont un travail de bureau. Euh, je suis sur mon rôle de fondateur d'un organisme de formation. Je peux tout faire avec un ordinateur. Quand je suis journaliste pour Métamorphose, c'est pareil. Je suis aussi éditeur de livres aux éditions Erol. Pareil, je peux faire ce métier en étant tout le temps assis. Donc, j'ai compris que les moments difficiles que j'ai connus il y a quelques années étaient dus à une beaucoup trop forte sédentarité. Et tout ça m'a amené effectivement à vouloir creuser le sujet, à mener l'enquête, ce que j'ai fait pendant 2 ans avec mon co-auteur Victor Fersing. Et le résultat, c'est un livre publié aux éditions Erol fin septembre qui s'appelle L'HSU. Et je suis vraiment infiniment reconnaissant à toutes les personnes qui partagent ce message, ce mouvement. Depuis la sortie du livre, il se passe quelque chose de fou. Les kinés reprennent le message, les ostéos reprennent le message, les diététiciens nutritionnistes reprennent le message. Je reçois des photos voilà, de professionnels de santé qui mettent le livre dans leur salle d'attente pour leurs patients. Et j'espère qu'on va vraiment collectivement réussir à réagir et à se remettre en mouvement parce que c'est un sujet euh, essentiel, je pense, pour le futur de la société à plusieurs niveaux, santé physique, santé mentale, santé cognitive et même santé sociale. Ok, super. Mais tu as raison de le dire et c'est un super message et c'est certainement pour ça que c'est véhiculé naturellement par tout le monde et que les gens le reprennent parce que bah, tu as fait un support qui est facilement véhiculable et en plus le message est d'urgence, on va dire, je pense, dans notre société. Donc, ça encourage à le véhiculer. Et c'est aussi pour ça que tu vois, je te reçois aujourd'hui sur le podcast. Et toi, donc, là, de ce que tu m'expliques, c'est un cheminement qui est plutôt long et induit par Oui. des mises en relation, etc. T'as pas eu un moment de déclic où tu t'es dit, OK, là, je suis sédentaire, là, il se passe quelque chose. T'as Non, pas eu de... non, moi, ça a vraiment été une évolution sur le long terme et un faisceau d'indices. OK. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez perturbant parce que notre corps est tellement fait pour marcher, il est tellement pensé pour ça, il s'est tellement construit de cette manière-là, il s'est construit en marchant, notre corps, que Mhm. ça devrait être naturel, dès qu'on est assis trop longtemps, de sauter en fait et de se dire, attends, il y a quelque chose qui va pas. Mais moi, j'avais oublié cette évidence. Et je crois que malheureusement, je ne suis pas le seul à avoir oublié cette évidence. Et donc, il m'a fallu tout un faisceau d'indices pour réaliser qu'il fallait se remettre à marcher. Euh, les burn-out par lesquels je suis passé, l'observation, les échanges avec toutes les personnes formées chez Live Mentor. Donc, Live Mentor, c'est plus de 43 000 personnes formées. Donc, on a pu entendre beaucoup de fois ce récit d'indépendants qui sont en souffrance parce qu'ils sont trop longtemps assis, ils bougent pas assez, ils sont mis à leur compte, ils font tout avec un ordinateur. Mhm. Et donc ça aussi, ça m'a amené à mettre le doigt sur ce sujet. La situation de santé de mon père, qui fait partie des 4 millions de Français qui ont un diabète de type 2. Donc le diabète de type 2, c'est quand on a trop de sucre dans le sang. Et on peut faire des crises d'hyperglycémie ou pire. Hein. Mon père a fait un coma diabétique cet été et heureusement il a été sauvé. OK. Mais donc voir effectivement
sur un membre de ma famille les effets de la sédentarité, ça a été aussi très, très violent. C'est-à-dire que mon père a eu toute sa vie un métier sédentaire, toute sa vie. Ok. Il a exercé en tant que psychiatre et psychanalyste, il a passé 50 ans assis sur une chaise ou sur un fauteuil. Mais malheureusement, il n'avait pas compris l'importance de bouger, de marcher. Il était plutôt concentré sur le contenu de son assiette, ne pas avoir trop de sucre. Mais hein, le sucre, il faut le cramer en fait. C'est surtout ça, c'est qu'il faut le dépenser par l'activité physique. Donc voilà, il y a eu ce faisceau d'indices, et puis ma rencontre avec mon co-auteur Victor Fersing, qui lui est journaliste spécialisé sur la place des écrans dans la société, et qui avait une très belle expérience aussi sur le cas des plus jeunes, des collégiens et des Mm. lycéens, via son rôle dans une association qui s'appelle Lève les yeux, qui intervient pour faire de la sensibilisation sur l'addiction aux écrans dans les collèges et les lycées. Ok. Ok. Hyper intéressant. Euh, Moi, un raisonnement plutôt logique et qui a suivi un cours d'idées, donc je vois un peu comment on est arrivé là. Déjà, là, on parle de sédentarité. Je pense que dans la tête de tout le monde, c'est clair, en tout cas. Ils ont la notion de qu'est-ce que quelqu'un de sédentaire, mais je pense que la plupart des gens ne voient pas vraiment ce qu'il y a derrière la sédentarité. Et Mhm. moi, je discute avec plein de personnes, tu vois, par exemple, qui me disent, ouais, mais moi, je fais du sport, je vais 3-4 fois à la salle par semaine, ou alors je cours 3 fois par semaine, je fais 30-40 bornes par Mhm. semaine. Mais le reste de la semaine, comme tu dis, travail de bureau. Est-ce que tu peux vraiment réexpliquer vraiment ce que c'est la sédentarité et Oui, parler un peu de justement des personnes qui sont sportifs mais sédentaires? absolument. Donc, ça, c'est un sujet évidemment vraiment fondamental. Hmm. Peut-être que la bonne manière d'introduire le sujet, c'est de parler de mes échanges avec des médecins. François Carré, cardiologue, qui a Ok. notamment bossé avec le club de foot de Rennes, et Damien Monod, qui est l'ancien médecin en chef du club de foot de Lille, et qui est maintenant médecin en chef de l'OM, l'Olympique de Marseille, club de foot également. Ok. Et ces deux médecins me disent, on n'a jamais eu autant de problèmes de santé chez les sportifs de haut niveau, non pas à cause de ce qu'ils font à l'entraînement, mais à cause de ce qu'ils font en dehors de l'entraînement. Ok. Ils ont leur entraînement 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, avec leur match le week-end, mais en dehors de l'entraînement, ils vont être toute la journée assis avec leur téléphone, à parler à des fans sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et ils vont jouer à FIFA. Voilà. Et ça, euh, le fait que ces sportifs de haut niveau aient des soucis de santé à cause de la sédentarité, ça nous montre bien que le corps a besoin de bouger le plus régulièrement possible. Et Hmm. qu'on ne peut pas annuler les effets de la sédentarité avec un footing de 1 heure par jour, de 1 heure par semaine, et même 1 heure par jour. Si on est 10, 11 heures par jour en position assise, ça ne fonctionnera pas. Ok. Et c'est quoi pour toi du coup le seuil? En tout cas, à partir de quand on est Alors sédentaire? le Est-ce qu'il y seuil a un seuil d'ailleurs ou est-ce que c'est le seuil varie selon les agences de santé, mais on peut considérer qu'il y a une sorte de consensus à partir de 7 heures. 7 heures en Ok. position assise par jour, on peut considérer qu'on est sédentaire. Ok. Et Et j'ai donc vu c'est d'ailleurs, là, ce chiffre est fou parce qu'on se dit peut-être, non, 7 heures c'est quand même beaucoup, mais oui, je crois que c'est la majorité des personnes qui oui, travaillent passent absolument. 14 heures assis par jour, et ceux qui Oui, travaillent pas, ben, c'est 12 heures. Donc on voit que c'est oui, pas forcément déjà que le travail qui impacte, et se poser la non, question quand tu manges, quand tu es en voiture, quand tu regardes la télé, c'est pas que oui. quand tu es sur ta chaise de bureau, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se dire, le sport, c'est génial. Moi, je suis pas du tout anti-sportif, bien au contraire. Je pense que le sport a plein d'avantages pour notre santé. Mais c'est la deuxième brique de la pyramide. C'est vraiment la deuxième brique. C'est comme faire la peinture de la maison. Si t'as pas fait les fondations, ça va s'écrouler. Donc, faut faire les Ok. fondations. Qu'est-ce que sont les fondations? Les fondations, c'est vraiment l'activité physique la plus régulière possible et la lutte contre la sédentarité. Et pour ça, un outil génial, c'est les NEAT, N-E-A-T, donc Non-Exercise Activity Thermogenesis, qui sont toutes les formes d'activité physique qui ne sont pas du sport. Marcher, bricoler, jardiner, faire la cuisine, faire la vaisselle, faire le ménage, euh, tout- toutes, toutes ces, toutes ces micro-actions ont plein d'avantages pour lutter contre la sédentarité et ne pas avoir les problèmes, les conséquences néfastes de la sédentarité, maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, obésité ou musculo-squelettique, pour ne mentionner que les conséquences sur la santé physique. En soi, ça, c'est ce qu'on retrouve chez les personnes âgées qu'on admire et qu'on dit j'aimerais bien être comme elles à 80 ans. C'est tout ce qu'elles font. Quand tu parles de Oui, jardinage, en général, elles ont un petit potager, elles font la vaisselle parce qu'elles alors, n'ont pas de la vaisselle. Euh, alors effectivement, c'est-à-dire que nos anciens euh,
étaient beaucoup, beaucoup moins sédentaires que nous, Hmm. beaucoup plus actifs physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas entourés de toutes ces technologies de confort qu'on a Ouais. aujourd'hui. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'on a des technologies de confort qui sont omniscientes, qui ont une puissance incroyable aujourd'hui et qui peuvent nous permettre de travailler à distance, de nous faire livrer des repas, de nous faire livrer de la nourriture, de commander tout et n'importe quoi sur Amazon, de euh, atteindre notre quota de loisirs sans bouger de chez nous, sans bouger de notre chaise, avec les jeux vidéo ou les films ou les séries. On n'a même plus besoin d'aller au cinéma, on ouvre Netflix. Et ça donne à l'extrême le phénomène des hikikomori au Japon, Ok, ouais. terme qui désigne ces 2 millions de personnes qui ne sont pas sorties de chez elles depuis au moins 6 mois. C'est Et, impensable, et- et c'est hallucinant. c'est hallucinant, et c'est pour ça que le film d'animation, pardon, Wall-E, est incroyable, et je le mentionne dans mon introduction de la chaise tue, pour cette scène à la fin du film où on découvre ce qui reste de l'humanité. C'est une humanité qui vit dans des vaisseaux spatiaux, c'est une humanité où tout le monde est obèse, c'est une humanité où tout le monde est sur une chaise, et des chaises qui sont incroyables de technologie. Ces chaises se déplacent toutes seules, ces chaises lavent les personnes sans qu'elles aient à bouger. Depuis ces chaises, chaque humain peut contacter d'autres humains et lui parler en visioconférence, etc., etc. Et évidemment, on voit bien que cette humanité-là, elle est très fragile, elle est très fébrile, elle a perdu d'ailleurs, on le voit bien dans Wall-E, son, son instinct d'explorateur, sa confiance, sa conviction qu'elle peut faire des choses. Elle est dominée par un ordinateur central. Les technologies du confort qui se sont vraiment développées ces 50 dernières années, euh, avec des écrans toujours plus puissants, la télévision, l'ordinateur, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. On est vraiment sur des écrans qui vont de plus en plus loin, mais nous conduisent droit vers ce scénario Wall-E. Et c'est là où le phénomène des enfants d'intérieur, qui est décrit par plusieurs sociologues, qui sont des enfants qui ne sortent pas de chez eux, qui n'ont pas confiance dans le fait de se déplacer seuls dans la rue, qui n'osent pas parler à autrui, sont en fait malheureusement l'incarnation de ce qui peut arriver quand on grandit, quand on se développe via les écrans et non pas dans le Hmm. vrai monde, via les écrans en étant immobile. La chaise tue, c'est le titre du livre, ça aurait pu être la chaise tue parce que les écrans nous y attachent. Alors il y a pas que les écrans qui sont euh, cause de la sédentarité, mais ils sont une cause vraiment principale. Ok, je vois ce que tu veux dire. Par rapport à toutes ces technologies de confort, et ça me rapproche à une réflexion que je me suis déjà fait. Je crois que vite fait parler avec JB, mais en tout cas, il n'y avait pas de réponse à me donner. On faisait une réflexion avec ma femme il y a quelque temps sur le télétravail. Moi, je le voyais plutôt en tant que solution, tu vois. Et là, directement, dès l'intro, tu me parles des entrepreneurs qui ne vont plus au Oui, travail, enfin sur leur lieu de oui, travail, qui restent du coup chez eux. oui. Et tu vois, je t'explique un peu ce que moi je voyais, c'est que quand tu es en télétravail Mm, ou entrepreneur, tu vois, moi je suis à ma maison aussi, bah, tu te mm, libères le temps de trajet. Avant, je bossais, oui, j'avais 1 heure le matin, 1 heure le soir, donc c'est oui, 2 heures. Euh, Chez toi, tu as plus tendance à te lever ou à faire, tu vois, là après oui, le podcast, si on enregistre 1 heure et demie, après je vais me lever, je vais aller faire quelque chose, je vais me rasseoir, mais ce que je mm, faisais pas au bureau spécialement, mm, ça m'aide à couper, à avoir enfin, à avoir en tout cas le temps de faire un oui, peu plus de sport, de faire un peu plus de choses enchevêtrées dans ma journée, et du coup d'être moins assis longtemps. Et en fait, oui. on voyait ça comme, en vrai, le télétravail, ça pourrait aider les gens à être en meilleure santé. Oui. C'est quoi ton point de vue contraire si toi, c'est direct d'entrée ce que tu as induit comme gros facteur négatif? En fait, moi, j'ai pas de point de vue, je me base sur les études. Les Ouais, études ok. montrent que le télétravail a accéléré la sédentarité. Ok. Alors effectivement, pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Pour certaines personnes, c'est l'opportunité de remplacer le temps de transport en voiture ou assis dans le métro jusqu'à une entreprise par du temps chez soi, à bouger, à s'étirer, à faire du yoga, à faire des tractions, à aller marcher. Ok. Mais les études montrent que dans la majorité des cas, c'est pas ce qui se passe. On est absorbé par le canapé, par la chaise, Ok. Ok. et on a des bonnes explications à ça. Euh, le, le, le- L'activité physique, c'est un peu contre nature, au fond. C'est ça qui est particulier. Je m'appuie dans mon livre sur le travail de deux chercheurs exceptionnels, Boris Cheval et Mathieu Boisgontier, qui ont
publié un livre qui s'appelle Le syndrome du paresseux. Qu'est-ce qu'ils expliquent dans ce livre? Ils expliquent que notre cerveau est programmé pour chercher le moindre effort. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ils ne savaient pas si demain ils allaient retrouver un abri. Donc dès qu'ils voyaient un abri, ils s'arrêtaient et ils bougeaient plus. Nos chasseurs-cueilleurs, ils avaient de la nourriture, ils ne savaient pas comment la stocker. Donc dès qu'ils en voyaient, ils la mangeaient et ils chargeaient les réserves, entre guillemets. Ok. Et donc notre cerveau, il voit une occasion pour se reposer, il y va, tout de Ok. suite. Garder ces schémas, c'est ça? Oui. Ok. Et le problème, c'est que nos ancêtres étaient dans un environnement qui les stimulait Ouais. énormément. Qui stimulait au sens, ça les forçait à ne pas être sédentaires. Il fallait tout le temps bouger. Il fallait faire des grosses distances. Nos ancêtres marchaient environ 15 km par jour. Parce qu'il fallait aller chercher le gibier qui était là-bas, là-bas, etc. Et nous, on a encore ce réflexe primitif de recherche du moindre effort, mais dans un environnement qui nous pousse encore plus vers ce moindre effort. Et c'est ça, je pense, qui se passe pour les personnes qui sont en télétravail total. Tu es seul avec toi-même et tu perds, par exemple, la motivation que tu peux avoir avec des collègues de te dire ah, on va aller faire une réunion en marchant, ah, on va aller faire la pause en marchant, etc., etc., etc. Ok. Euh, c'est là où on touche encore à un autre sujet qui est comment réagir dans ce combat qui ressemble vraiment à un combat David contre Goliath. C'est-à-dire que Mhm. le combat est perdu d'avance d'une certaine manière. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes face à un environnement qui gagne un fric monstre quand on est sédentaire. On fait gagner de l'argent à quasiment personne quand on marche. Par Ouais. contre, quand on est sédentaire, assis devant un écran, on passe du temps sur les réseaux sociaux, on fait gagner de l'argent aux réseaux sociaux, on commande des choses sur Amazon, on fait gagner de l'argent à Amazon, etc., etc. Et donc on a face, par exemple, à notre téléphone, des centaines de milliers, et en fait même des millions d'ingénieurs, de développeurs, qui sont payés une fortune, avec un seul objectif, qu'on y passe plus de temps chaque jour. C'est les Ouais. fameuses déclarations du président de Netflix, mon principal concurrent, c'est le temps de sommeil, etc. Ouais. Donc, et quand on sait que derrière ces écrans, derrière ces téléphones, il y a euh, des principes de psychologie comportementale très développés, bah évidemment, on se dit que la lutte va être compliquée. La manière pour s'en sortir et ce qu'on défend nous dans le livre, c'est une réponse à plusieurs niveaux. On peut faire quand même plein de choses au niveau individuel et il faut le mettre en place, mais on peut aussi embarquer avec soi sa famille, ses amis, ses collègues pour se remettre en mouvement avec des défis collectifs, avec une refonte de la culture familiale, avec le remplacement du déjeuner, le dîner, le dimanche avec la famille par une balade en famille ou une session d'escalade ou que sais-je, avec des défis entre collègues, avec une nouvelle culture de travail. On parle beaucoup notamment de ce qui se passe au Japon avec cette culture des exercices de gymnastique Mhm. dans les entreprises japonaises. Et tous ces niveaux de collectif me semblent être absolument indispensables pour lutter contre la sédentarité et doivent être évidemment accompagnés aussi par un acte citoyen qui est de voter et pour les responsables politiques qui font de la lutte contre la sédentarité une priorité. Malheureusement, il n'existe quasiment pas en France aujourd'hui. On n'a pas du tout de politique nationale anti-sédentarité. Ok. C'est vrai que la plupart des choses, quand tu dis c'est un peu David contre Goliath, c'est tout est orthonormé pour être assis. Tu Mm. vois, dans les bureaux, les employeurs mettent rarement à disposition des tapis, par exemple, des tapis de marche qu'on pourrait mettre sur les bureaux. Moi, je me Mm. souviens qu'à l'époque, j'en avais demandé un. On m'avait ri, on m'avait dit ouais, si à la fin de l'année tu atteins tes objectifs, on verra. Mm. Mais il se passe un an entre maintenant et la fin de l'année. Donc il y a déjà ça, enfin, tu disais tout à l'heure, faire des réunions en marchant. Je Mm. pense que à part pour des entreprises qui tournent autour de la santé et qui sont initiées, tu vas pas aller dans une banque et dire à ton directeur, ok, viens, on fait la réunion autour dans le parc à côté de la banque. Oui, Ça va être enfin, tout est fait pour que ça soit mal vu en tout cas, ou en mode, oui, ouais, tu prends trop de plaisir. Ici, on est au travail, on est sérieux, on doit être assis. oui. Et tu parlais aussi de revoir un peu son environnement familial. C'est vrai que même là, Oui, quand on se dit, ah tiens, faudrait qu'on se voit, bah viens manger à la maison, on dit tout de suite, viens mm, manger à la maison. oui, On se dit rarement, comme tu l'as dit, viens, on va se faire une session d'escalade ou on se fait une rando, on se fait ci. Et en fait, tout mm, est déjà ancré pour qu'on ait une mm. sédentarité qui soit induite naturellement sans qu'on y pense même, quoi. C'est une erreur absolument folle. Parce que
si on est cynique et qu'on se dit la santé des gens, on s'en fout. Bon, on s'en fout d'avoir une boîte où les gens accélèrent très fortement leur risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète de type 2 et de troubles musculo-squelettiques. Imaginons qu'on soit complètement cynique et qu'on s'en cogne. J'ai même pas évoqué là pour le moment, peut-être que tu m'interrogeras là-dessus, mais les conséquences en termes de santé mentale, d'anxiété, de dépression et de santé cognitive, Parkinson et Alzheimer. Les- les- on pourra y venir. Mais imaginons qu'on soit cynique et qu'on se foute de tout ça. Je suis directeur des ressources humaines ou je suis dirigeant d'une boîte avec plusieurs dizaines de salariés, plusieurs centaines, plusieurs milliers, mais j'ai tout intérêt à ce que les personnes bougent. J'ai un intérêt parce qu'elles vont avoir de meilleures idées, parce qu'elles Ok, vont productivité, c'est vrai. être plus efficaces, parce qu'elles vont tout simplement mieux travailler. Ça a été un de nos axes de recherche avec Victor lors des 2 années d'écriture de ce livre. Le thème est immense, hein, c'est pour ça que je suis infiniment reconnaissant à Victor de m'avoir rejoint dans l'aventure, parce que jamais j'aurais pu y aller au bout tout seul, et on a passé 2 ans à écrire ce livre, on aurait honnêtement pu y passer 4 ans. Sur ce sujet des idées qui viennent grâce à l'activité physique, qu'est-ce qu'on a? On a des témoignages de gens comme François Carré, le cardiologue que je te mentionnais tout à l'heure, qui nous dit, mais on sait très bien pour les enfants qu'ils vont avoir de meilleurs résultats scolaires s'ils sont plus actifs physiquement. On a plein d'études qui le montrent. Et pourtant, on a une école sédentaire en France où les élèves sont assis 8 heures par jour. Alors que dans les pays scandinaves, la norme, c'est les écoles dans la forêt avec une grande partie des cours qui sont dispensés en plein air avec des élèves qui bougent tout le temps et avec un concept qui sont les classes de gigotage. Si les profs se rendent compte que les élèves sont un peu agités, ils peuvent demander un temps de gigotage et là, pendant X minutes, les élèves font ce qu'ils veulent, bougent dans tous les sens, etc. Ils se remuent, Qui est puis bougent. intéressant ça. Mais maintenant, si on passe côté adulte, bon, déjà, on a plein d'exemples dans l'histoire assez inspirants de scientifiques, d'artistes, d'hommes et femmes politiques, d'entrepreneurs qui avaient des rituels de marche pour leur créativité. Kant, qui était surnommé l'horloge de Königsberg, le village dans lequel il était présent, parce que tous les jours à 17 heures, il partait faire sa balade. Euh, Rousseau, Nietzsche, plein de citations de la part de ces philosophes. Je n'ai de bonnes idées que quand je marche. Charles Darwin, le scientifique, Ouais. qui on doit à la théorie de l'évolution, qui avait littéralement créé un chemin de pensée autour de sa maison. Il le prenait plusieurs fois par jour et il avait euh, instauré que c'était sur ce chemin qu'il avait des idées. Ok. Et ensuite, on a les recherches en neurosciences qui se penchent sur cette question de la créativité et nous disent que la marche active la pensée divergente. Là où l'ordinateur, et la position assise, favorise la pensée convergente. Pensée convergente, je cherche le plus vite possible une solution à un problème donné. Pensée divergente, je cherche plein de solutions à un problème donné. On a fait à plusieurs reprises des tests de créativité sur différents échantillons de personnes. Un échantillon de personnes assis dans des bureaux immobiles. Un échantillon avec des personnes qui sont à l'intérieur mais qui utilisent un tapis de marche. Un échantillon avec des personnes qui sont en train de marcher en extérieur. Et on leur fait passer des tests de créativité et c'est à chaque fois les personnes qui sont à l'extérieur en train de marcher qui ont le plus d'idées créatives. Donc nous, chez Live Mentor, on réfléchit à ce qu'on peut apporter dans nos formations aux créateurs et créatrices d'entreprise. On Absolument. décide de mettre un module d'introduction en introduction de toutes nos formations. On en a plus de 30. Et ce module d'introduction porte sur la santé du créateur ou créatrice d'entreprise. Et dans ce module d'introduction, il y a à la fois une explication des risques en termes de santé qui sont liés à l'entrepreneuriat, notamment l'isolement social. Mais il y a aussi une vidéo sur la sédentarité, sur l'intérêt de bouger plus, d'être plus actif physiquement. Et on se rend compte que nos élèves apprécient beaucoup ce module parce que ça leur donne un regard plus large, une meilleure compréhension de tous les enjeux associés à leur activité. Ok. Ok. C'est super en tout cas d'initier les personnes que tu juges le plus sensibles à la sédentarité. Justement, tu parlais des effets négatifs liés à ça. Là, on a Mhm. fait un peu le tableau de ce qu'était la sédentarité, pourquoi on était sédentaire. Mhm. En préparant l'épisode,
il y a il y a David Nicolas qui a sorti un épisode avec toi sur son podcast Limitless. Donc bon, je l'ai écouté du coup. Tu parlais de quelque chose d'intéressant. Donc pour écrire le livre, tu avais fait un mur où tu notais un peu toutes les idées associées à la sédentarité Mhm. pour mettre à plat le cheminement de ta pensée. Donc Mhm. il y a tout ce qui est évident, tout ce qu'on a un peu effleuré là, et tu parlais de choses dont tu n'as même pas eu le temps de poser ça dans ton livre, ou qui sont un peu moins évidentes et qui en découlent, comme la baisse de la testo et d'autres Mhm. choses. Est-ce que tu peux nous parler justement de choses qu'on n'associerait pas à la sédentarité et qui ont quand même un grand impact? Tu as parlé un peu de Parkinson, Alzheimer, ça, c'est des choses que tout le monde n'a pas en tête. Est-ce Oui. que tu peux développer un peu cette partie, outre le fait de, bah ouais, ok, en étant assis, je vais avoir tout ce qui est mal au dos, je vais prendre un peu de poids, etc. Enfin, les Mhm. premières idées qui viennent à la tête de tout le monde. Est-ce que tu peux aller plus loin, creuser un peu, nous Oui. expliquer jusqu'où ça va? Donc, il y a quatre santé qui sont Ouais, impactées par la sédentarité. La santé physique, on en a parlé, avec principalement la très forte hausse de risque de maladies cardiovasculaires, que l'arrêt cardiaque par ouais, bien exemple. sûr. Le diabète de type 2, 4 millions de personnes touchées en France. C'est énorme. Le diabète, le diabète, je viens de le dire, l'obésité, prise de poids et ou obésité. L'obésité, c'est maintenant 20% des Français. Et les troubles musculo-squelettiques avec les douleurs cervicales, le mal de dos ou même les tendinites du pouce. Tendinite du Ensuite, pouce? tendinites du pouce, oui, qui sont en Ok, fait surnommées par les kinés tendinites des textos, ok. parce qu'elles sont dues à un Ouais, usage je me doute, au intensive des scroll, au textos. texto, etc. Exactement. Ensuite, sur la santé mentale, c'est donc l'anxiété, la dépression, parce que quand on est sédentaire, on va sécréter moins d'endorphines, qui sont les Mhm. hormones du bonheur. On va également bloquer la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. On a des comportements associés à la sédentarité qui sont eux-mêmes facteurs de risque pour notre santé mentale. Les sédentaires vont être moins exposés à la lumière naturelle parce qu'on est plus souvent sédentaire chez soi avec une lumière artificielle que assis dans un parc sur un banc à la lumière du soleil. Les sédentaires vont passer plus de temps sur les écrans, les réseaux sociaux qui sont eux-mêmes source d'anxiété. Les personnes sédentaires, on le voit avec plusieurs études, vont avoir une alimentation plus riche en produits ultra transformés, qui sont eux-mêmes des facteurs de risque pour notre santé mentale. Santé cognitive maintenant. Alors, ça, effectivement, on s'y attendait un peu moins en commençant l'enquête, mais en interviewant, par exemple, le docteur Olivier de la Doucette, qui est le président de la Fondation de recherche contre Alzheimer, il nous dit très clairement, mais l'activité physique, c'est le meilleur remède à Alzheimer, que ce soit en prévention ou quand Alzheimer est là. Ouais. Là, Il tu y a des parles d'activité physique en termes de sport ou le mouvement au quotidien? les deux, mais toujours l'activité physique en premier. Ok, Toujours le NEAT. Il faut toujours commencer par ça. ok. Et quelqu'un qui marche 10 000, 15 000 pas par jour, qui bricole, qui jardine, qui fait le ménage, qui cuisine, euh, je me fais 1000 fois moins de soucis pour cette personne que quelqu'un qui ne fait rien de tout ça et qui fait ses 2 heures de crossfit ou de jogging par semaine. Parkinson, c'est fou aussi. Parkinson, c'est donc une maladie qui se traduit par une réduction de la production de dopamine. Et, en fait, la dopamine, c'est important pour notre santé mentale et c'est important aussi pour l'élasticité de nos muscles. Si je ne produis pas assez de dopamine, mes muscles ils vont tous se rigidifier. Ok, j'avais pas En ce fait, les lien. Parkinsoniens ensuite sont en train de trembler et ont du mal à bouger. J'ai échangé, suite à la sortie du livre, avec quelqu'un qui s'appelle Eric, qui a 66 ans. Il a 66 ans, il a été diagnostiqué parkinsonien à 60 ans. Ses médecins, ses neurologues lui ont dit bah, prenez les médicaments, on se revoit dans 6 mois. Et en ayant peu d'espoir sur l'évolution. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, Parkinson est complètement stabilisé pour Eric. Eric marche 15 km par jour. Tout son travail en marchant. C'est quelqu'un qui a un boulot très intense. Il est investisseur. Il bosse pour un fonds d'investissement. Il est coach également de dirigeants. Et c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment priorisé la marche parce qu'il se rend compte que ses muscles, notamment la partie gauche de son corps, qui a été celle touchée par Parkinson, se sentent vraiment beaucoup mieux, se libèrent, se dénouent après 30 à 45 minutes de marche. Et la marche permet de relancer la production de dopamine. C'est une solution naturelle. Il fait aussi du yoga, c'est très complémentaire, mais c'est- c'est- il ne comprend pas, Eric, pourquoi
aucun de ces médecins ne lui a parlé de la marche et de l'activité physique. Aucun. Quand lui en parle et dit, bah, au fait, moi je fais ça, ils disent tout ça, c'est très bien, c'est super, mais ils n'en parlent pas de manière proactive. Et là, on touche à ce que Jean-Baptiste Bourgeois, que tu mentionnais, explique dans mon livre. Il y a un prisme euh, techno-scientiste de la part des médecins, qui sont plus intéressés par l'évolution des technologies médicales que par le b.a.-ba, le sommeil, l'alimentation, la marche. Ouais, mais Et justement, c'est il m'en fantastique parlait d'avoir après cette un techno médicale. infarctus. Euh, Comment? Justement, Jean-Baptiste m'en parlait après un infarctus. Il y a autant de bénéfices avec l'activité physique qu'avec la médicamentation. Par Oui, contre, il n'y a aucun médecin qui prescrit de l'activité physique. On va plutôt se diriger vers des oui, médicaments. Et pareil pour la dépression, là, enfin, c'est pas lui qui m'en parlait, mais on sait aujourd'hui que l'activité physique est aussi efficace qu'une oui, médicamentation pour une dépression jusqu'à moyennement grave. oui, Euh, à chaque fois, c'est un traitement qui arrive en premier lieu. exactement. Donc c'est vrai est-ce que c'est pas aussi de la faute de tout le monde, pas juste des soignants, parce que prendre un médicament, c'est simple, tout le monde est à la recherche de la pilule miracle et faire du sport, Bien sûr, non mais personne ne le c'est fait. sûr qu'on est une société du confort. On en parle dans le livre, on a un chapitre qui est en partie dédié à ce point. Co- euh, il faut qu'on sorte de cette culture. Ouais, On explique notamment quelques, quelques protocoles à mettre en place au niveau des habitudes, car une fois que des habitudes pro-mouvement, pro-activité physique sont en place, le cerveau est rassuré par ces habitudes. ok. En fait, c'est prouvé en fait dans l'analyse de la consommation d'énergie du cerveau qu'il en consomme moins quand il répète des actions qui sont des habitudes. Mais la peur du changement, ouais. On va vers les circuits neuronaux qu'on connaît. Donc si on a mis en place l'habitude de marcher juste après avoir mangé par exemple, c'est génial parce qu'ensuite le cerveau va aller demander ça et va surmonter ce syndrome du paresseux dont on parlait tout à l'heure. Ouais, Donc il faut absolument combattre cette technologie du confort et cette culture du confort. ok. Et tu parles t'as évoqué quelque chose d'hyper intéressant, le fait d'aller marcher après manger et avoir une Oui, stratégie comme ça de déclencheur. oui, Euh, j'ai fini de oui, manger, maintenant je vais marcher. Ou alors j'ai bien fini de sûr. taffer, je Oui, ferme mon PC, je mets mes baskets, je vais marcher. Et tout ça, c'est des déclencheurs qui ancrent une habitude plus facilement. oui, Et pour ceux qui ont du mal justement à prendre des habitudes, c'est oui, bien de faire ça et enfin, de se faciliter la tâche. Si les chaussures de randonnée ou parce que enfin, tu veux marcher ou bref, si ton manteau est au fond de ta maison, dans le oui, placard qui est fermé à double tour, c'est plus oui. compliqué que si ton manteau est à côté est à côté de toi quoi. Mais Donc se rendre, ça a été exactement ça notre approche, hein. Dans le livre, il y a au total une cinquantaine de solutions ouais. pour remettre de la marche et du mouvement dans sa vie, dans son travail, dans ses loisirs, dans son appartement, dans sa maison. Et à chaque fois, derrière ces solutions, il y a des habitudes qui ensuite, une fois qu'elles sont là, rendent tout beaucoup plus facile. Ok, ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement dans notre quotidien? Est-ce que c'est enlever les chaises de sa maison? Est-ce que c'est Mm. négocier absolument, enfin faire entendre à son beau patron euh, que qu'on veut plus de chaises? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place? Comment on peut améliorer son quotidien justement ou faire en sorte d'être moins sédentaire? Le travail est essentiel. Ouais, Le changement de la manière de travailler est absolument essentiel parce que c'est là où on passe le plus de temps dans notre journée. ouais, Dans le travail, il faut déjà se demander quelle partie de notre travail on peut faire en marchant, ok, quelle partie on peut faire en bougeant. Les réunions en marchant, les appels en marchant sont des solutions incroyables. Il faut casser la tyrannie de la visioconférence, se remettre aux appels téléphoniques et se rendre compte qu'on a en plus aujourd'hui des technologies comme l'application Granola qui permettent de passer des appels téléphoniques en ayant une retranscription automatique et un résumé généré par l'intelligence artificielle. ok. Donc on n'a plus besoin de l'excuse de ouais, mais il faut que je prenne des notes. Et en même temps, on peut tout à fait aussi prendre un carnet, un stylo Oui, et prendre des notes pendant son appel, hein. C'est complètement possible. C'est ce que je fais moi depuis 4 ans. Moi, ce qui me permet de marcher en moyenne depuis le début de l'année 7000 pas par jour, c'est vraiment de faire toutes mes réunions et mes appels en marchant. ok. Dehors, du coup, ou t'as un tapis et un Dehors, bureau? Ok, dehors.
dehors. En plus, moi, je pratique la marche avec du lest. Euh, Ok. J'utilisais avant un gilet lesté, maintenant j'ai un sac à dos dans lequel j'ai toujours 4, 5, 6, 7 kilos. Et donc j'apprécie de marcher avec ce gilet lesté, ce qui me permet d'avoir d'autres avantages comme le renforcement musculaire, etc. Au niveau du tronc et des... Et d'activer la fameuse zone 2. Ensuite, toujours dans le travail, il faut se poser la question du mobilier et de l'environnement de travail. Aujourd'hui, si on pense au travail ouvrier, tout de suite on songe aux casques de protection auditive, aux gants, aux lunettes. On sait que le travail ouvrier est brutal, risqué, et donc on le protège. On ne fait pas la même chose avec le travail de bureau. On n'a pas le même réflexe. Mais si, Euh, on a la visite médicale tous les 3 ans, non? on a, effectivement, on a cette visite médicale, mais il en sort Ou généralement c'est pas ironique, grand-chose. forcément. Et c'est là où effectivement il faut, qu'on soit salarié ou qu'on soit travailleur indépendant, se dire bureau assis debout, siège ballon. On a une super marque en France qui s'appelle Bloon, pédalier, euh, toutes ces, toutes ces, euh, euh, toutes ces solutions en fait sont vraiment essentielles, sont Ok. vraiment vraiment essentielles. Euh, le, le, le point ici, c'est aussi de faire comparable avec la salle de kiné. Chez un kiné, on va avoir des haltères, des élastiques, des tapis de yoga, plein de choses. Ça n'a rien à faire chez le kiné. Ça doit être là où on travaille. On Hmm. a besoin de ces éléments-là le plus accessible possible. Et puis alors, toujours sur le travail, il y a la culture du travail. Je t'en parlais, on a tous vu ces vidéos de Japonais qui font des exercices de gymnastique dans leur usine, sur leur lieu de travail. Ouais, Complètement lunaire d'imaginer ça en France. On est carrément. à des années-lumière de ça. Avec mon co-auteur, on a voulu creuser d'où ça venait, cette tradition japonaise. Bah, ça vient d'un programme national mis en place dans les années 1920 qui s'appelle Radio Taizo, où dans les années 1920, il y a plus d'un siècle, le gouvernement japonais a demandé aux grandes entreprises japonaises de diffuser dans les enceintes de leurs usines, de leurs bureaux, une série d'exercices via un partenariat avec la radio la plus importante du pays. Et ben en faisant ça, en un siècle, ils ont créé la culture. C'est terriblement inspirant. Maintenant, c'est naturel, c'est normal. On a besoin de s'inspirer de ce genre de choses. Et on a besoin, effectivement, de créer une culture où c'est OK et même encouragé de bouger au travail. Là-dessus, on a des outils intéressants, notamment l'application Alan. C'est une mutuelle. Alan est une mutuelle qui permet de couvrir ses salariés en cas de problème de santé. Euh, Alan a lancé Alan Play, qui est une petite application qui permet de compter des pas, de compter les pas des gens de l'équipe. Donc chaque personne de Ok. l'équipe peut décider de rejoindre Alan Play et ainsi de voir chaque semaine où il ou elle en est en termes de nombre de pas. Et donc ça crée une conversation au sein de l'équipe sur Un petit la lutte challenge. contre le travail. Ça, c'est très efficace. Ok. Ok, ça c'est ouais, c'est mettre un peu de gamification en tout cas dans ton mouvement. Donc Tout à fait. Donc ça, c'est c'est pour le vraiment cool. travail. Ensuite, dans les loisirs, casser les loisirs sédentaires, casser Netflix, casser les films, casser les jeux vidéo, remettre avec ses amis des loisirs qui sont du mouvement. On a un tissu associatif qui est incroyable en France pour les assos sportives. On peut trouver des gens avec qui marcher, avec qui danser, avec qui grimper, avec qui faire du badminton, etc. Il faut que l'État se pose la question de rembourser en partie l'adhésion à ces associations sportives. Ce serait, à mon sens, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus Ouais. important que le remboursement de certains médicaments comme les médicaments anti-obésité qui sont accessibles sous ordonnance depuis l'été dernier. Euh, dans l'agencement de son appartement, de sa maison, évidemment, faire très attention aux technologies du confort, mettre des élastiques, mettre une barre de traction, mettre des haltères accessibles un peu partout. Avoir un chien, c'est un levier incroyable pour aller marcher. Et on a eu plein de témoignages de gens qui se sont remis à la marche grâce à l'arrivée d'un chien dans leur Si on foyer. promène. Donc si on le promène, mais il va demander à ce qu'on le fasse. Voilà quelques exemples qui font partie des 50 solutions présentes dans le livre. Ok, ok, très clair. Euh, je reviens un peu sur le travail et sur la chaise justement. Parce que ton livre la mentionne directement et parce qu'on a parlé des environnements en tout cas de travail. Euh, Mhm.
C'est vrai qu'on a tendance, et enfin, je t'en parlais de manière anecdotique de la visite médicale, où on nous apprend à bien s'asseoir, à bien régler son clavier, etc., sa hauteur de PC, avoir une bonne chaise. Est-ce que justement la bonne chaise, la chaise ergonomique qui prend ta Mm. dorsiflexion au niveau des lombaires, Mm. qui est douce, etc., c'est pas justement revenir sur une chaise normale, dure, qui te mette un peu d'inconfort au bout d'un moment, qui peut aider aussi à bouger, et du coup, est-ce que cette chaise-là, elle serait pas mieux que la chaise ergonomique? Peut-être. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne posture n'existe pas. Ouais, Euh, Rester tout le temps debout, c'est mieux que rester tout le temps assis, mais c'est pas non plus exceptionnel. ouais. Ce qu'il faut, c'est Le multiplier les mouvement. postures, les manières d'être assis, les manières d'être debout. C'est pour ça que moi, je suis devenu assez fan du siège ballon Bloom, qui permet de faire plein de micro-mouvements au niveau des hanches. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, quoi, d'avoir un outil qui permet en permanence de bouger au quotidien. Je le recommande vraiment beaucoup. Ok, trop bien. Et surtout que c'est un investissement, j'imagine, pour les entreprises qui est hyper abordable et mise en relation avec tous les coûts de la sédentarité sur leurs employés, ça peut. Enfin, c'est vraiment, je pense, rentable. Même, tu vois, moi, j'ai expérimenté le tapis de marche. J'ai acheté un tapis de marche. Mon bureau, là, il se lève. Je le mets pas en podcast parce que ça fait quand même un bruit et j'ai pas envie que ça vienne parasiter. Mais du coup, quand je fais enfin, des tâches comme ça sur mon travail qui nécessitent pas une mission ou autre, tu mets le tapis et Mm, tu fais vite, rien que sur tapis, bah, 10 000 pas sur ta bien sûr, journée et à 2 km/h, tu t'en rends pas compte. bien Tu es sûr. capable de travailler. Rien que ça, tu vois, dans les entreprises avoir des postes, peut-être pas tous les postes, mais un open space dans lequel il y a un endroit où tu peux tourner avec tes collègues, et Mm. avoir des postes de travail adaptables au niveau hauteur et marche, ça peut être aussi ultra rentable, parce que j'imagine que on parle du mal du dos comme du mal du siècle. De l'autre côté, on dit que la sédentarité, c'est vraiment le fléau. Il y a un lien entre les deux. Le coût des arrêts maladie pour les entreprises en lié avec les maux de dos, j'imagine, est hyper élevé. Et il y a un Ouais. calcul à faire et je pense que c'est rentable d'optimiser ces espaces. Je sais pas si tu as Oui. creusé la question. Je sais pas Laquelle si tu as exactement? creusé ça justement pendant le livre, le coût, le coût de la sédentarité Ah oui, ou... mais c'est en Ouais. fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un impact direct sur la productivité, Ouais. mais il y a aussi les arrêts maladie. C'est-à-dire que 30% des arrêts maladie court terme l'an dernier en France, c'est le mal de dos. Ok, Donc c'est ce que je te 30%. disais, Ouais. même si on est complètement cynique et qu'on se dit on s'en fout de la santé des salariés, on a tout intérêt à lutter contre la sédentarité pour améliorer l'efficacité individuelle et collective. Et alors à l'état du pays, c'est encore plus fou. Selon une note de France Stratégie, la sédentarité, ça coûte 5 milliards d'euros à la France par année. 135 milliards d'euros. Ok, et on en cherche 40 pour sauver le budget. Et c'est jamais mentionné comme solution. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend jamais parler de Jamais. ça en tant que, enfin, en tout cas, mesure ou autre Ouais. budgétaire. Ok, donc ça c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est revoir son environnement social, comme tu l'as dit, que ce soit avec sa famille ou en tout cas sa façon Mhm. d'arpenter les rapports sociaux. Mhm. Très intéressant le fait de ne pas se retrouver à table et d'aller se retrouver en marchant, en Oui. faisant des randos. Mhm. Et tu vois, j'en discutais aussi avec une des personnes que j'accompagne qui me disait, ouais, Mhm. mais l'été, c'est le retour du beau temps, donc forcément, enfin, j'ai envie de voir mes amis, donc on va se mettre en terrasse. Mais il y a plein Mhm. de choses à faire que d'aller s'asseoir en terrasse. Tu peux aller dehors, même t'asseoir par terre, c'est déjà mieux parce que tu vas Oui. forcément avoir des activités, tu vas bouger, tu vas prendre un ballon, enfin, tu vas prendre un mule kick, enfin peu importe, tu vas te bouger, et t'es pas obligé de te retrouver. Faut déconstruire un peu ce qu'on a en tête et nos rapports sociaux, et on peut Mhm. carrément se retrouver ailleurs qu'autour d'une table et passer des meilleurs moments. Et en général, Oui. c'est ces moments-là qu'on retient et qui nous font vraiment déconnecter de notre Oui. quotidien. Donc, hyper intéressant ça. Et le Mhm. troisième pilier, je pense que, euh, je pense que c'est à nous de l'instaurer. Mais tu l'as dit, hein, avec le Japon, ça a pris 100 ans Oui. à mettre en place les mesures. Et je pense qu'on a Oui. un rôle hyper important à jouer avec les générations Bien sûr. de nos enfants. Enfin, moi, je le vois avec mon fils, tu vois, on prend le réflexe d'aller à l'école. Bon, lui, il est à vélo, je suis à pied ou en trottinette. Et même quand il fait pas beau, lui, maintenant, il veut absolument aller à l'école. Donc, limite, c'est moi qui dis, oh, Oui. ok, d'accord, on y va à vélo, mais j'essaie Mhm. de lui apprendre en tout cas ça, et même il nous voit partir Mhm. au sport tout le temps. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à jouer chez les enfants. Euh, Mhm. Est-ce que t'as un peu creusé justement ce vecteur de Bien sûr. transmission? Bien sûr, mais on a un chapitre dédié à l'école, hein, avec Ouais,
le sujet de l'école dans la forêt, et avec euh, toujours cette importance du jeu en fait. Si on met les enfants dans une logique ludique de Mhm. jeu avec le mouvement, ils vont commencer à adorer ça. Et tu le vois souvent quand tu entends des parents dire c'est dingue, j'ai réveillé mon enfant, il était trop pas motivé à l'idée de se lever, d'aller à l'école, il traînait des pieds sur tout le chemin. Dès qu'il arrive à l'école, il court partout avec ses copains. Parce qu'avec Ouais. ses copains, il a trouvé le jeu. Voilà. Donc c'est pour ça que je reviens encore une fois à mon David contre Goliath. On a besoin d'aller chercher les différents niveaux de collectif pour lutter contre la sédentarité. Ok, super. Et c'est vrai qu'il s'habitue vite au confort en plus. Moi, chez moi, j'ai une Alexa et c'est vrai que j'ai connecté les lumières à ça. Donc là, Mm. tu vas me dire, c'est vraiment le truc de confort, ça m'évite de faire Mhm. des pas. Au moins, je garde et je veille à mon activité physique et donc ça m'impacte pas trop. Mais lui, et des fois, je me fais la remarque, pour allumer la lumière, il dit Alexa, allume le salon. Et je me Oui, dis, c'est vrai que là, je l'encourage oui, à chercher la simplicité et tu vois, c'est pas cool. Bon, maintenant, les interrupteurs, ça fait 3 ans qu'ils sont comme ça et je vais pas les changer. Mais du coup, ça passe aussi par des tu choses devrais. inconscientes. Je devrais. Mais ça passe par des choses inconscientes, tu vois, qui transpirent en tout cas dans ta façon d'être, Oui, des schémas qui seront répétés. Et si on oui, apprend direct, certaines valeurs, si on véhicule certaines oui, valeurs, bah, quand nos enfants seront justement, que tu dis, c'est ça. chefs d'entreprise ou en tout cas à des postes de responsabilité ou même en tant qu'acteurs eux-mêmes, Oui, auront le réflexe en tout cas de faire bouger des choses et c'est comme ça qu'on va de plus en plus casser les codes qui sont institutionnalisés aujourd'hui. Et tu vois, je voyais aussi, je courais hier matin, enfin dimanche, et j'ai croisé 3 personnes âgées en trottinette électrique assise. mm, Et je me suis fait le constat de c'est hallucinant. Et moi, ma grand-mère qui trotte partout, pareil, oui, il y a plein de personnes qui lui disent repose-toi, pose-toi, etc. Et pareil, je trouve ça hallucinant. J'ai envie de dire, mais non, mais laissez-la s'épuiser, bien sûr. laissez-la arrêter de lui dire de pas aller dans son jardin, de réduire Bien son sûr, jardin, de pas monter pour nettoyer l'étage. Mais si, il faut qu'elle le fasse, même si ça sert bien à sûr. rien que l'étage soit propre, ça sert pour sa santé. Et tout ce qui est moyen de locomotion assisté pour les personnes âgées, je trouve qu'elles ont le temps en plus, elles ne vont pas être en retard dans leur quotidien. Oui, oui, C'est insensé. c'est complètement insensé. Du coup, c'est un grand tour d'horizon qu'on a fait. On a vu en Mhm, tout cas d'où vient cette sédentarité, comment essayer d'améliorer son quotidien en tout cas mhm. pour mettre en place des habitudes saines. Donc forcément, j'invite, parce qu'on n'a pas tout creusé, hein, j'invite les auditeurs à lire ton livre pour vraiment développer, aller creuser les sujets, vraiment bah, aussi prendre le temps. Et pas juste à lire le livre, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait juste pour lire. Le nombre de personnes qui ont lu Atomic Habits de James Clear, le livre référence pour mettre, mais qui n'ont jamais mis en place une habitude grâce à ça, qui n'ont rien Mm. changé de leur quotidien, qui se disent en lisant, ok, mais ça c'est pas pour moi de toute façon, et qui passent au chapitre suivant. Non, j'invite à lire et à appliquer les conseils que tu mets dans ton livre, parce qu'il n'y a qu'en Mm. appliquant qu'on a des changements. Mm. Donc, on a fait un grand tour Merci d'horizon. Julien, Est-ce qu'il y a des merci choses beaucoup. qu'on n'a pas abordées et que tu aimerais quand même mettre en piqûre de rappel ou en ouverture pour inviter les gens à aller se questionner? En fait, en ouverture, je dirais que la marche, c'est une philosophie. En fait, on Ouais, peut peut-être commencer au début comme, comme, euh, avec comme motivation la santé physique, la santé mentale, la santé cognitive, la santé sociale, mais vous verrez qu'au fond, ça change l'expérience de vie. Ça devient impossible euh, de fonctionner autrement dès qu'on a repris l'habitude de marcher, d'explorer, de bouger son corps. mm, Donc, vous allez-y et venez nous dire comment ça. Venez nous faire votre retour d'expérience après. clairement, mettez en commentaire. Et c'est pas du temps perdu. En général, on a l'impression justement dans la société qui va de 200 à l'heure qu'on perd du temps à faire de la marche ou à prendre soin de soi, mais c'est Hmm, du temps investi. Et comme tu hmm. l'as dit, hein, c'est Oui, c'est vraiment un vecteur de productivité, donc zéro culpabilisation à faire ça, non, au contraire. non, non, complètement. Très bien. Et bah écoute, je mets le lien de ton livre en description. Est-ce qu'il y a d'autres canaux sur lesquels enfin, que tu veux Bah, mettre en le livre est avant disponible partout, hein, enfin, sur Fnac, Place des Libraires, Nature et Découverte aussi, Amazon. Il est Ouais, disponible en format Kindle. On est en train d'enregistrer la version audio qui trop bien. sera accessible dans quelques mois. Voilà, et puis si les gens ont des questions,
ils peuvent me contacter via mon profil LinkedIn. LinkedIn, ok, super, bah, je mettrai le lien aussi. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps. C'était pour moi hyper important en tout cas de parler de ce sujet en profondeur. Et ça va dans ta démarche, donc c'est win-win. Merci à toi et puis au plaisir d'échanger à nouveau là-dessus. Écoute, merci infiniment, merci à toi de passer le message et il faut vraiment, je dis à toutes les personnes qui écoutent cette conversation, allez voir des coachs comme Julien, comme toi, des coachs santé, des coachs fitness. En fait, vous vous rendez pas compte de à quel point rien que 1 heure, 2 heures avec une personne dont c'est le métier, ça change totalement notre connaissance, notre culture du fonctionnement du corps. Quand on s'est déconnecté de ça à cause de plusieurs années en tant que sédentaire, c'est vraiment un investissement qui vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est que quelques heures de votre temps et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et là encore, tu parles de coach en présentiel, mais sur des accompagnements en ligne comme le mien, tu vois, j'essaie justement d'implémenter, comme j'ai la main sur tout le quotidien de la personne, d'implémenter ce genre de choses sur lesquelles j'ai la main et c'est pas 1 heure à la salle et après ciao. Mm. Donc Ouais. hyper intéressant aussi comme investissement, tu fais bien de le Mm. rappeler. Merci. Merci Julien. Merci à toi. Ciao. Alors, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, je t'invite à mettre une note, si c'est le cas, sur l'épisode, sur l'émission. Partager le format à un de tes amis, à quelqu'un que tu trouves un peu trop sédentaire ou à des collègues de travail même à ton patron, si tu as une bonne relation avec lui. Peut-être que justement ça va aider à faire changer les choses à ton niveau, dans ton environnement. Si tu veux retrouver Alexandre, bah, je te mets le lien de son LinkedIn, tu peux lui envoyer un message comme il t'a dit. Je te mets aussi le lien de son livre, La chaise tue. Donc n'hésite pas à aller le commander pour creuser un peu le sujet et t'imprégner vraiment de ce qu'est la sédentarité à ton niveau et comment toi, dans ton quotidien, tu peux mettre en place des choses qui te seront profitables au niveau santé, au niveau social et j'en passe. En ce qui me concerne, tu peux me retrouver sur Instagram sur le compte deadlift.coaching. J'y partage pas mal de tips sur le sport, sur la nutrition, comment justement mettre en place des nouvelles habitudes plus saines dans ton quotidien. C'est vraiment du concret, des conseils applicables, des leviers que tu peux directement actionner. Donc je t'invite à aller me suivre sur Instagram. Et si tu veux qu'on discute de tout ça, de ton sport, de tes objectifs, de comment améliorer ton environnement dans lequel tu vis, je te mets un lien en description, c'est le lien vers mon agenda et tu peux réserver ton appel, un appel de 10, 15, 20, 30 minutes, enfin on prend le temps qu'il faut pour discuter de tes objectifs, de ce qui te bloque, de tes contraintes, de ce qui te retarde dans ton environnement actuel. Et moi, je vais t'expliquer comment je vois les choses, comment tu pourrais réussir à améliorer tout ça. Si moi, j'ai quelque chose à t'apporter, j'expliquerai mon fonctionnement et ma méthode. Si ça fait sens pour toi, je serais très heureux de t'aider à atteindre tes objectifs. Sinon, ça t'engage à rien, ça te coûte rien. Tu auras au moins des tips, des choses que tu pourras appliquer de manière vraiment personnalisée dans ton quotidien. Donc je t'invite vraiment à prendre cet appel, c'est un échange qui va t'apporter que de la valeur et c'est le premier pas vers un quotidien en meilleure santé, en meilleure activité avec que tu peux souhaiter de mieux en tout cas à l'heure actuelle. Donc avant de te quitter, je te rappelle de laisser une note ou un commentaire sur l'épisode, sur l'émission que tu écoutes sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Ça te prend pas beaucoup de temps, ça te coûte rien et moi ça m'aide vraiment à développer le podcast, à recevoir des invités toujours plus passionnants et d'être toujours plus experts, des personnes des auteurs même comme Alexandre aujourd'hui. C'est vraiment la seule chose qui peut m'aider, qui peut me donner un feedback positif pour améliorer la qualité de ce podcast. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à lundi pour un prochain épisode.